Comment allez-vous? On commence avec les infos. Aujourd'hui, nous avons un sujet spécial parce que, le monde est en train de changer et évidemment, ici, nous devons l'observer. En direct avec vous, voir comment les choses dedans sont différentes. Et en plus, vous partagez beaucoup de vos propres expériences. Tout cela s'additionne et devient très intéressant. Il y a plusieurs signes, nous en avons listé 3 ici, mais il pourrait y en avoir bien plus indiquant que les choses changent très vite. Et à la fin du direct, nous allons voir les aspects positifs, parce que tout n'est pas négatif, tout n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme si tout était perdu. Mais il vaut toujours mieux voir d'abord les défis, voir d'abord les problèmes, parce que le positif, on sait déjà qu'il est toujours là, non? Et de toute façon, évidemment, nous allons le mettre en pratique parce qu'il y a aussi des domaines d'opportunité pour tout le monde. Et nous vivons à la meilleure époque de l'histoire. Pour moi, cette partie est claire, mais aussi avec les plus grands risques de l'histoire. Donc c'est ça, ce qui est intéressant en ce moment. Nous n'avons pas les probabilités les plus intéressantes dans le sens où nous nous sommes énormément étendus dans le monde, c'est-à-dire que nous ne sommes plus aussi séparés. Non, car la mondialisation était un concept dont on parlait beaucoup, mais maintenant on la vit réellement. Et on vit la mondialisation au quotidien et tu vois comment un conflit en quelques jours affecte déjà directement ton économie, sur ta table. N'est-ce pas? C'est-à-dire, et c'est là que ça devient intéressant, c'est le premier signe qu'on vit un tournant, qu'on vit une nouvelle direction mondiale. Parce qu'on disait que tout allait vers la mondialisation. Parce que si la Chine et les États-Unis, par exemple, ont toutes leurs économies liées, c'est plus difficile qu'ils veuillent se battre. Et d'une certaine manière, c'est vrai. D'ailleurs, aujourd'hui, on a parlé de la stratégie des Émirats arabes unis, de comment ils se sont fait des amis partout. Il est ami avec la Russie, la Chine, les États-Unis, le Pakistan, Israël. En fait, il s'est allié avec tout le monde et il fait des affaires avec tous, en plus. Beaucoup des hauts responsables iraniens ont aussi de l'argent là-bas. Donc, bien sûr, au final, il est plus difficile de faire pression sur un pays ou de l'affecter si tu sais que toi aussi tu as des intérêts là-bas. Et c'est à cela que se sont consacrés les Émirats arabes unis, Singapour, la Chine, le Vietnam et même le Mexique. C'est-à-dire, Milei lui-même, quand il est arrivé très dur avec la Chine en disant que les Chinois, je ne sais pas quoi. La première semaine, tu vois, il était déjà en train de se lier d'amitié avec la Chine parce qu'il a dit que ça n'avait pas de sens, que ce n'était pas logique. C'est-à-dire, ça fonctionne pour la campagne politique, mais pas pour la réalité. Tu dois être ami avec tout le monde, et c'est une tendance. Ce qui a été utilisé à un moment donné dans la mondialisation avec l'idée de nous unir tous pour nous disputer moins n'a fonctionné que jusqu'à un certain point. Mais maintenant, si vous faites attention, et c'est un premier signe qu'il y a une nouvelle direction, c'est que l'économie devient aussi un champ de bataille. Le Forum économique mondial a donné un nom à cela, la confrontation géoéconomique. C'est-à-dire, ça sonne très pompeux, un peu prétentieux, mais en gros, la question c'est que maintenant nous sommes déjà unis. Parfait. Puisque nous dépendons l'un de l'autre, je peux aussi te mettre la pression. Et donc maintenant commence une bataille. Et la première grande bataille que nous avons vue, c'était l'Europe contre la Russie ou la Russie contre l'Europe, comme tu veux le voir. C'est-à-dire, tout à coup, ils ont dit que c'est très bien, mais l'Europe dépend du pétrole russe, et alors, de toute façon, comment vas-tu pouvoir équilibrer ça? Non, ils ont remué ciel et terre. Maintenant, vraiment, ils ont tout fait pour pouvoir acheminer du gaz des États-Unis vers l'Europe, ainsi que depuis d'autres régions du monde, afin de pouvoir équilibrer. Mais ils ont vécu des moments critiques. Tu te souviendras qu'on ne savait pas vraiment. Il n'y avait aucune certitude sur ce qui allait se passer cet hiver, s'ils allaient geler ou non, parce que Vladimir Poutine était en guerre et que l'Europe ne voulait pas lui acheter de gaz, car acheter du gaz signifiait que l'effort de guerre disposerait de plus d'argent pour continuer à attaquer l'Ukraine. Et c'était une mesure de pression qui a coûté cher, il y a eu des hausses de prix immédiates. Là, je ne dirais pas tout le monde, mais une grande partie de l'Europe a été touchée par ce problème. Et alors, ils ont commencé à se rendre compte qu'il y avait une stratégie datant de plusieurs décennies, dans laquelle Vladimir Poutine avait déjà fait pression sur certains groupes en Allemagne pour qu'ils ferment les centrales nucléaires et qu'il n'y ait plus de centrales nucléaires. Et pouvoir les tenir à la gorge, en gros, non. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est une stratégie qui se prépare depuis des années. Depuis la Chine, depuis les États-Unis, depuis l'Iran lui-même, n'est-ce pas? C'est-à-dire même depuis les pays du Golfe eux-mêmes,
où les Émirats arabes unis redeviennent un pays qui réfléchit clairement beaucoup mieux à sa stratégie parce que c'est l'un des pays du Golfe qui dépend le moins du pétrole et du gaz? A-t-on réussi à diversifier suffisamment parce qu'ils ont compris que tôt ou tard, il pourrait y avoir des crises énergétiques? Il dit « Si je ne dépends pas de cela, mais du tourisme, de la technologie, de la communication, des finances, etc. », eh bien, le pays ne s'effondre pas et il peut se maintenir. En plus, il fait constamment de grandes affaires avec d'autres pays, il progresse, il progresse. Donc, ce serait l'un des premiers signes que nous prenons un tout nouveau cap. Et, eh bien, en Amérique latine, on vit peut-être apparemment différemment, mais on voit que le Brésil est impliqué dans tout. On voyait Zelensky assis avec le Brésil, non? À un moment assez intéressant, le Brésil critiquant les BRICS, mais en même temps se rapprochant de ce Trump, non? Où il joue, disons, le même jeu que les Émirats arabes unis, non? Exactement. Excellent. Exactement. Oui, on voit déjà qu'il y a certains acteurs internationaux qui doivent jouer des deux côtés s'ils veulent rester bien pertinents, non? Ils ne peuvent pas se tourner que d'un côté, sinon ils disparaîtraient. Donc, on voit la Serbie, le Brésil et d'autres pays qui, essaient de négocier des deux côtés. Et puis un autre sujet, un autre signe. Ce qui est aussi intéressant, c'est que les guerres régionales ne sont plus des guerres même des petites guerres comme ça. Apparemment, comme au Soudan, comme celle du Pakistan, ce sont des guerres qui commencent déjà à avoir un effet global plus important. Différentes. Différents pays, comme par exemple l'Ukraine, que beaucoup de gens ne savaient même pas situer sur la carte il y a à peine 4 ans, et maintenant c'est devenu un sujet qui est là, n'est-ce pas? Qui est présent. Pendant 4 ans, de façon constante, et qui maintenant s'immisce dans tous les domaines, dans la technologie, dans l'éducation, même ici. Combien de latino-américains sont allés se battre dans cette guerre? Parmi les dernières guerres internationales, c'est l'une de celles avec le plus de latino-américains, surtout des Colombiens. Et des Vénézuéliens, mais surtout des Colombiens, parce que la Colombie est aussi devenue, disons, le pays qui produit le plus de mercenaires, n'est-ce pas, en Amérique latine. C'est impressionnant le nombre. En deuxième position, ce serait peut-être Cuba, mais elle en a produit une quantité importante. C'est une nécessité qu'a eue et qu'a encore la Colombie, du fait d'avoir du personnel de sécurité très bien entraîné au niveau soldat, au niveau militaire. Et ils ont commencé Ces entreprises de sécurité ont évolué à un tel point qu'elles avaient ensuite des soldats hautement entraînés et se sont dit « Bon, on peut aussi les proposer pour des conflits armés et c'est ce qu'elles font. » Et exactement, selon le Conseil des relations extérieures, il dit dans un rapport qui s'appelle Conflict Watch en 2026 que l'anxiété face au risque de conflits violents ne diminue toujours pas. Il y a toujours un risque de nouveaux conflits. Nous vivons actuellement une période conflictuelle, mais d'autres pourraient surgir. Ils ont étudié 30 scénarios. 28 sont jugés à probabilité élevée ou modérée dans l'année à venir, dont 5 à probabilité élevée et fort impact. C'est là le problème, n'est-ce pas? Avant, les guerres ne t'affectaient généralement pas. Ou si tu savais qu'il y avait une guerre, par exemple celle de cet endroit, n'est-ce pas? C'était surtout une question des années 90, non? Oui, il y avait une guerre. Tu le savais, mais ça ne t'impactait pas vraiment, ni ton portefeuille, et nous étions très loin de ces conflits. C'est pareil quand il y a eu la Syrie, quand Assad a mené plusieurs attaques très violentes dans son pays. Tu savais aussi que cette guerre avait lieu, mais il n'y avait pas d'impact direct. Et maintenant, tu le vois, non? Avec l'augmentation de certains aliments, avec l'augmentation des prix de la technologie. Quand quelqu'un qui produit un certain produit ou qui a accès à un certain détroit est impliqué, ça t'affecte immédiatement au niveau du portefeuille. Le sujet. Eh bien, ce que nous voyons, en parlant de ce qui s'est passé ces dernières années, le sujet de la pandémie. Pendant la pandémie, on vivait une guerre très étrange, parce que ce n'était pas une guerre armée, pour ainsi dire, mais plutôt une sorte de guerre économique, dans laquelle, tout le monde s'est rendu compte que, en fait, on dépend totalement du fait que la Chine produise tout. Et que se passerait-il si un jour la Chine arrêtait sa production? Personne n'y songeait, car on pensait qu'ils n'avaient aucune raison d'arrêter la production. C'est leur gagne-pain. Mais s'ils devenaient fous et décidaient tout de fermer pour une pandémie, ils ont fermé. Plus rien ne sortait ni n'entrait. C'était vraiment étrange à voir, voire à imaginer.
Et à partir de là, beaucoup d'entreprises ont commencé à bouger dans tous les sens, mais elles se sont rendues compte qu'on ne pouvait plus non plus dépendre d'un seul pays. Combien de fois a-t-on parlé, depuis le début de la guerre en Ukraine par exemple, ou de ce qui s'est passé avec Taïwan, ce qui s'est passé avec l'Iran, de la Troisième Guerre mondiale en permanence? Donc c'est une chose, mais en réalité, si vous regardez bien, ça n'atteint pas ce niveau-là. C'est-à-dire ça ne monte pas. Pourquoi? Parce que tous les pays dépendent aussi les uns des autres. Donc ils montent le ton, ils en parlent beaucoup, mais en réalité il se passe peu de choses. Et je dis oui, évidemment, il y a des gens qui perdent la vie. Certaines personnes se retrouvent au milieu de tout cela, c'est très triste. Mais l'escalade réelle, eh bien jusqu'à présent, honnêtement, a été lointaine. Ça a surtout été des cyberattaques ou des petites incursions sur ton territoire. Je ne te fais pas vraiment peur, mais ça ne va pas plus loin. Non, jusqu'à présent, on ne voit pas de mouvement. Pourquoi? Parce que ce serait aussi très visible, n'est-ce pas? Ce serait trop visible si soudainement tu voulais t'en faire trop. En fait, quand l'invasion de l'Ukraine a eu lieu, on en a parlé ici, n'est-ce pas? Les services de renseignement avaient prévenu qu'ils allaient entrer, et c'est ce qui s'est passé. Ce n'était donc pas une vraie surprise. L'une des plus grandes surprises fut en juin dernier, lorsque les États-Unis ont bombardé l'Iran. Mais c'est parce que c'était super trompeur, le fait de faire voler des avions dans certaines directions pour semer la confusion. Et en réalité, il y avait des avions qui étaient bien là et qui allaient vraiment vers l'Iran. Et bon, vous connaissez déjà plus ou moins comment s'est passée l'histoire. Soudainement, ils étaient déjà en train de bombarder là-bas, mais ça a duré 40 minutes et ils sont repartis. Mais non, ce n'était pas une attaque massive dans le sens où il y avait des troupes ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire, de nos jours, surprendre quelqu'un, c'est très difficile, non? Exactement comme les États-Unis quand ils sont entrés en Irak, non? C'était en cachette. Souvenez-vous, c'était la nuit, donc maintenant c'est plus compliqué. Oui, non, plus maintenant. Non, plus maintenant. Et les mêmes médias des États-Unis disent que quelque chose va se passer. En fait, en ce moment même, il y a des rapports. Qu'il se passe quelque chose concernant l'Iran, non? Il y a des avions qui passent, ces chars s'approchent de toute la zone de l'Iran. Ça peut être simplement un avertissement parce qu'en même temps, on observe que J.D. Vance et, comment il s'appelle? Eh bien, la délégation, disons. Oui, comme d'habitude. Non, 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 celle des Iraniens. Tu vas voir. La délégation des Iraniens est déjà en train d'arriver là-bas aussi. En fait, tout à l'heure, nous avons montré cette image, voyons si nous pouvons la mettre. Nous avons montré cette image. Voici la délégation des Iraniens qui arrive, n'est-ce pas? Plus loin. Voyons, je ne sais pas qui est celui du milieu. Je crois que c'est là, c'est le porte-parole, regarde. Je crois qu'il va apparaître par là. Voilà Aragashi. Celui qui est le plus en arrière. À gauche. Et puis, mais il me semble que le porte-parole va arriver par là, non? Celui qui parle toujours là-bas. Il me semble qu'il va apparaître par là, mais bon. C'est bien ça, et de l'autre côté, ici c'est J.D. Vance, lui quand il partait. C'est l'image de quand il partait, celle-là non, l'autre on l'avait mise dans un short, mais pas en direct. Et ça, c'est J.D. Vance déjà en train de partir pour la Suisse. C'est-à-dire, ils parlent beaucoup, ils disent beaucoup de choses, et ils envoient des avions. Et aujourd'hui, on a commenté un rapport des services de renseignement iraniens où il y a de nouvelles cellules qu'ils sont en train de préparer, soi-disant, pour attaquer des pays du Golfe depuis l'Irak. Au fait, oui, il se passe beaucoup de choses, mais la réalité c'est qu'ils essaient aussi de négocier, du moins pour l'instant. Oui, tout est vraiment intense, c'est-à-dire que les négociations peuvent s'effondrer à tout moment, mais on observe par exemple ceci. Regarde, voyons si on peut montrer l'image dont je vous parlais, non? On observe donc ceci. Regarde, voyons si ça apparaît par là. Non, 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 laisse-moi le mettre là-bas. Non, il ne me laisse pas mettre la carte, mais bon, on la mettra tout à l'heure. Ce que je veux dire, c'est les cartes, non? Où l'on montre comment il y a déjà ces chars, non? Exactement, on commence déjà à avoir des mouvements. Sur certains, on les voit, mais il se peut que même... Ce soit juste pour générer une certaine peur si jamais cela se produit. Au final, aujourd'hui, l'Iran ferme le détroit d'Ormuz et on ne voit pas beaucoup de réactions de la part des États-Unis. Oui. À part ce que dit le CELTA, eh bien, nous sommes en alerte à cause de la fermeture du détroit d'Ormuz. Eh bien oui, ils l'ont fermé, les États-Unis ne font rien, ils ne recréent pas le blocus qu'ils avaient auparavant, ils restent simplement là à observer. C'est ce qui se passe sur Flight Radar, non? Je veux dire, ils disent que les États-Unis accumulent de la puissance aérienne au-dessus d'Ormuz. Les KC-135 Stratotanker volent dans cette zone, mais bon, nous resterons attentifs.
Mais pour revenir à ce dont nous parlions, il y a aussi un autre signe qu'ils sont confiants, et c'est là que ça devient le plus intéressant, de mon point de vue. Dans cette sorte de nouveau cap qui se dessine, il y a une espèce de guerre, de compétition, de rivalité. Mais au final, il y a aussi des avancées, également avec les intelligences artificielles. Que d'un côté, Trump et d'autres politiciens de Washington ont d'abord essayé de dire « Tout s'ouvre, il n'y a pas de restrictions, le progrès peut se faire sans problème. » Ils disaient « Personne ne va les réguler, n'est-ce pas? Personne ne va les réguler. » Et soudain, cette même semaine, il y a une annonce qui apparaît, cette semaine ou la semaine dernière, non, qu'ils retirent l'un des modèles cloud, n'est-ce pas, la semaine dernière. Et pas seulement ça, mais ils limitent donc surtout vers l'extérieur. Donc c'est vraiment étrange, pourquoi? Eh bien, on suppose qu'en ce moment, ce serait le bon moment. Un moment où tu peux vivre en Somalie, tu peux vivre à Tombouctou et tu as accès à pratiquement tout ce qu'il y a dans le monde, non? C'est-à-dire, il se peut que soudainement il te bloque tel ou tel signal, mais avec un VPN, tu peux déjà voir ce que tu veux, non? En gros, tu peux avoir accès à l'information partout dans le monde, si tu le veux, et ça, c'est une grande différence par rapport à d'autres époques, n'est-ce pas? Mais spécifiquement sur le sujet des idées, imaginez-vous dans le futur, et tout à coup, eh bien, oui, mais prenons un cas. Les idées ne peuvent être utilisées que par les pays alliés de la Chine. Ces idées, n'est-ce pas? Et nous, ces autres idées, seulement ceux qui sont en Europe peuvent les utiliser. Mais si tu n'es pas en Europe, tu ne peux pas les utiliser. Alors je commencerai à voir à nouveau ce déséquilibre d'informations que nous avons déjà vécu pendant longtemps, et nous avions déjà une planète très déséquilibrée. Ce qui va aider la planète à s'équilibrer petit à petit, c'est d'avoir accès à l'information, d'avoir accès à la connaissance, et que, petit à petit, le talent commence à émerger. En ce moment, je dis, sur YouTube, c'est très visible parce que si tu vis encore une fois en Somalie ou à Tombouctou, mais que tu as une petite caméra simple et que tu joues de la guitare de façon exceptionnelle, tu es un vrai prodige de la guitare, n'est-ce pas? Et tu joues de la guitare et tôt ou tard, tout le monde va te connaître. Enfin, tout le monde qui s'intéresse à ce genre de musique, n'est-ce pas? Je ne sais pas si toi aussi tu vois ça maintenant. Quand on cherche toujours des choses à faire, des exercices, tu vois apparaître des chaînes d'Afrique, non? Oui, je vois aussi des chaînes africaines de groupes qui font cet entraînement, non? De musculation et tout ça, et ils font des exercices sans appareil, juste des filles et des gars qui fabriquent pas que leur propre poids avec ce qu'ils ont, mais avec des physiques vraiment impressionnants. Oui, super musclés, vraiment costauds. Donc ce que je veux dire, c'est que si tu as du talent et que tu vis dans n'importe quel pays, maintenant tu peux réussir. Si tu peux te montrer au monde, non. Quand c'était presque impossible, personne n'entendait parler de toi. Point final. Même si tu es très talentueux dans ton village et qu'on t'y applaudit, personne d'autre ne saura qui tu es. C'était la réalité jusqu'à il y a seulement quelques années. Maintenant, ça a changé. Et ça va continuer d'évoluer. Mais disons, la troisième est pour moi la plus importante, indication que nous suivons une trajectoire différente. C'est que le. En ce moment, la question est comment faire pour que ce ne soit pas seulement quelques pays qui veuillent avoir le pouvoir absolu des idées, par exemple. Oui. C'est-à-dire? Exactement ce qui importe en ce moment, et on le voit de plus en plus, c'est que les IA soient plus rapides, plus efficaces, et évidemment le coût que cela implique. Parce qu'en ce moment, il me semble que ces bases de données, enfin les centres de données, consomment déjà autant d'énergie que l'ensemble des États-Unis. Donc le premier pays comme la Chine qu'on voit chercher constamment où il peut installer cela, ce qui implique aussi des IA à moindre coût. Par exemple, que ce soit dans l'espace, dans la mer, etc., eh bien ce sont ces pays-là qui auront le plus de pouvoir. Avec l'IA, on voit plusieurs IA chinoises qui avancent à pas de géant et aussi des États-Unis. Ce qu'ils font comme ce cloud d'Anthropic et Chad qui essaie aussi de l'amener là, et Gemini évidemment, mais bon, c'est l'un des points les plus intéressants qui arrive en ce moment. Un élément qu'il y a 6 ans n'était peut-être pas aussi évident, c'est qui possède l'IA? Parce qu'avant, la question était qui a l'IA? Maintenant, c'est qui a l'IA la plus développée? Oui, qui l'a la plus développée, qui la rend la plus accessible? Qui? Oui, c'est super intéressant. Par exemple, j'ai vu des débats des Européens à propos de ce qui s'est passé avec Clos, non?
Parce qu'ils disent, enfin, ils sont vraiment en colère parce qu'ils ont dit « Nous devons développer nos propres IA, qui soient au même niveau ou même meilleurs. » Et dans l'après-midi, exactement? Pour qu'ils ne puissent pas nous les enlever, n'est-ce pas? Mais nous allons commencer à voir, revenons au point si en est numéro 1. L'économie est devenue celle où la véritable guerre se déroule, c'est-à-dire dans l'économie. En fait, l'Iran l'a parfaitement compris. C'est pourquoi il a aussi pu faire pression sur les États-Unis. Il a dit « La guerre se fait avec l'économie, pas avec des balles ». Et il a commencé à lever le blocus, à bloquer la question de l'Iran, le blocus, les bus, et celui-ci. Et avec ça, il a compris qu'un problème arrivait, n'est-ce pas? Et que... ça, Vladimir Poutine ne l'a pas très bien compris. Vladimir Poutine a voulu aller vers le conflit classique, et ça, ça ne marche pas comme ça, n'est-ce pas? Maintenant, il va se passer la même chose avec les IA, n'est-ce pas? Sûrement, c'est-à-dire, on va voir que ceux qui se développent le plus vont avoir un peu le contrôle sur ce genre de sujet. Maintenant, passons de l'autre côté, ça c'est le côté négatif, non? Et le côté des défis, mais il y a aussi un côté sympa. Du côté positif, allons-y. Nous avons vu une nouvelle direction, un nouvel ordre, c'est ce que nous avons mentionné, non? Et dans ce nouvel ordre, des millions de personnes vivent aussi une nouvelle réalité. Nous-mêmes ici en sommes un exemple. Et beaucoup de ceux qui créent du contenu au quotidien, et qui ont déjà fait carrière dans ce domaine, c'est quelque chose qui aurait été impossible à une autre époque. Tu devrais travailler pour un média qui te dicte quoi dire, quoi ne pas faire et quoi faire. Et à quelle heure et tout ce que tu veux, c'était comme ça qu'on vivait à d'autres époques, non? C'est ce qu'on appelle la démocratisation de l'information. Et c'est quelque chose que nous vivons déjà, qui existe depuis un certain temps. En gros, notre génération a été témoin de ce changement, et certains d'entre nous ont pu le voir à temps. Et allons-y, disons, nous plonger vraiment là-dedans, mais une bonne partie de nos amis travaillent. Dans les métiers les plus classiques, disons, du domaine de la communication, c'est-à-dire que nous continuons à suivre les schémas habituels. Certains sont passés au numérique et d'autres non. Cela se produit aussi dans d'autres domaines autrefois inimaginables. Par exemple, le fait d'observer maintenant que tu peux devenir un financier, c'est-à-dire tout ce que font les banques, les mêmes opérations, ce que fait un cadre à Wall Street, etc., etc. N'importe qui ayant Internet, un ordinateur et peut-être 20 ou 30 $ peut le faire. Oui, disons, ce n'est pas impossible de commencer à s'intéresser au domaine de la finance. En fait, dans des pays comme l'Argentine, le Venezuela, des pays qui ont traversé une crise extrêmement dure, nous avons vu un bond impressionnant du nombre de personnes qui travaillaient déjà de manière formelle dans le domaine du trading, par exemple, de l'investissement. Ce n'est pas qu'ils étaient riches, au contraire, ils ne l'étaient même pas. Mais ils savaient que de petites opérations, en apprenant et en se préparant, pouvaient leur rapporter une certaine rémunération. N'est-ce pas? Et dans ces mouvements, nous avons vu beaucoup de gens évoluer, n'est-ce pas? Beaucoup de gens s'en sont très bien sortis à cette époque et, d'une certaine manière, le commerce se démocratise, ce qui auparavant n'était réservé qu'à quelques-uns. Et très peu de gens pouvaient y accéder, mais maintenant cela s'est étendu et ce savoir ainsi que cette formation financière ne seront pas faciles. Tous ceux qui font ce genre d'opération ne vont pas forcément prospérer. Mais celui qui s'est discipliné et qui travaille comme dans n'importe quelle entreprise, parce que toutes les entreprises ont leurs difficultés. Celui qui s'est discipliné, celui qui travaille, celui qui étudie et tout, il va s'épanouir. N'est-ce pas? Oui, ce cas est fou. Il a eu lieu pendant la pandémie avec plusieurs personnes dans divers pays, dont le Venezuela, où ils ont gagné de l'argent grâce à un jeu vidéo. Et avec cela, ils généraient de l'argent qu'ils pouvaient convertir en une vraie monnaie, c'est-à-dire le dollar, n'est-ce pas? Grâce à cela, ils ont pu subvenir aux besoins de leur famille pendant près d'1 an, puis tout s'est effondré, il me semble. Oui, ce projet a cessé de fonctionner, mais pendant un certain temps. Le jeu vidéo minait de l'argent, c'est-à-dire il minait des pièces, il minait de l'argent qui était échangé contre de l'argent réel. Et tu pouvais, disons, tant que tu jouais et que tu étais bon,
ce que tu voulais et tu pouvais avoir une ressource, non? C'est un sujet où il y avait des gamins. Des enfants ont beaucoup aidé leurs familles pendant la pandémie, car de nombreuses familles ont traversé des moments très difficiles, surtout au Venezuela où c'était pire. Un autre point qui attire l'attention, c'est la multipolarité, c'est-à-dire un point positif, le fait de ne pas avoir un seul pays qui dicte les règles du jeu. Mais qu'il y ait différents modèles, comme l'Inde, on voit le Brésil, on voit la Turquie, eh bien la Turquie est devenue très puissante sur le plan géopolitique. En fait, on voit une OTAN qui permet à la Turquie de faire certains mouvements discutables pour un membre de l'OTAN, mais on le lui permet parce qu'elle a un pouvoir géopolitique. Il y a aussi le Mexique, l'Indonésie, l'Arabie saoudite, etc., qui ont une certaine marge de manœuvre pour la même raison. C'est que nous vivons à une époque vraiment, vraiment intéressante. Il n'y a plus de dépendance envers une seule puissance. Les hégémonies sont terminées, ou l'hégémonie, c'est-à-dire que c'est fini. C'est-à-dire, et en fait, une grande partie de cette hégémonie qui a existé. Eh bien, nous nous sommes rendus compte avec le temps que c'était virtuel, c'est-à-dire, c'était plus une question de foi ou de croyance, oui, ou à cause des films ou ce que tu veux, mais en réalité, eh bien, nous nous sommes déjà rendus compte que ça n'existe pas. C'est-à-dire que la réalité, c'est plus ce qui s'est passé avec l'Espagne et le Cap-Vert, où je ne sais plus quelle équipe c'était, qui ensuite, ou qui a fait match nul avec l'Espagne. Non. Les États-Unis, l'Ukraine, la Russie, c'est-à-dire, ce que je veux dire, quelqu'un qui... C'est suffisant. Oui, n'est-ce pas? Le Cap-Vert. C'est-à-dire voir que, eh bien, ce n'est pas un hasard si un pays soi-disant petit peut se mettre au même niveau qu'une super, ultra, super, méga puissance. C'est-à-dire, ce n'est pas un hasard. Simplement parce que, voyons, que se passe-t-il dans ces puissances? Qu'on parle de la Chine, de l'Angleterre, de l'Australie, des États-Unis, ce sont des puissances. Mais ils ont aussi déjà créé un mode de vie, et ce mode de vie, ils ne veulent pas le perdre. C'est-à-dire, moi j'ai mon mode de vie, mais mon American Way of Life, par exemple, non. Je ne veux pas le perdre, n'est-ce pas? Et je dis oui, tu peux te mesurer à n'importe quel pays et tu peux lui mettre une raclée. Mais tu devrais sacrifier ton mode de vie, ce que les politiciens refusent. Et je comprends. Pourquoi le ferait-il? Voilà pourquoi soudain tu vois un Iran dire « Moi je m'en fiche, je peux rester ici ». Dans cette crise et avec des coupures de courant pendant autant d'années que tu veux, les gens sont déjà habitués. C'est-à-dire, et en plus s'ils protestent, ils savent déjà ce qui leur arrive, non? C'est-à-dire que ça leur est égal. Mais fais ça aux États-Unis et tu te retrouves avec une révolution et ils te renversent. Il n'y a pas moyen. Donc évidemment, tu ne peux pas faire un virage comme peut le faire un régime autoritaire comme celui-là. Donc on vit une situation très curieuse, parce que si on a bien compris, on revient à regarder tes services. La Chine l'a bien compris, elle l'a bien compris. Dans ce cas, eh bien, certains pays latino-américains, parmi lesquels il me semble que le Mexique l'a compris depuis de nombreuses années. En essayant de bien s'entendre avec tout le monde, n'est-ce pas? Et il y avait les pays non alignés, les pays alignés, et maintenant il y a des pays qui s'alignent, mais avec tout le monde, c'est-à-dire avec les alignés, les non alignés, avec tout le monde. Et c'est là que je pense qu'une nouvelle tendance apparaît, une nouvelle orientation mondiale où il ne s'agira plus de les uns contre les autres, mais plutôt par exemple d'un Brésil, qui s'entend bien avec Zelensky et avec l'Ukraine, mais aussi avec la Russie, mais aussi avec les États-Unis, mais aussi avec la Chine, tu vois. Et qui dit Lula da Silva très pragmatique, moi je ne suis même pas de gauche, dès le départ, je ne suis même pas de gauche, donc considérez-moi comme quelqu'un du centre. Et la tendance est celle-là, c'est-à-dire, la tendance est, oui, en ce moment, il y a les derniers soubresauts de l'ancien, de ce qu'il y avait avant, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que c'est, ce qui était avant? Eh bien, ces hégémonies, ces puissances, ce truc du genre, je suis au-dessus de toi, tu dois, non. L'attitude, par exemple, de Trump avec cette Mélanie, avec une partenaire qui, dans ce cas, politiquement, c'est-à-dire, elle est du même bord que lui, c'est-à-dire, ils sont de droite. Non, mais il doit l'écraser parce que c'est lui le puissant, et il doit t'écraser, et toi, tu dois rester là, soumis, et faire ce qu'il te dit, en gros. Et si je dis ça, tu me suis, et c'est tout. Et elle a dit, à propos de lui, non. C'est-à-dire, je ne vais pas le faire, je veux dire, oui, c'est la vérité, non? Ce monde-là, il ne le comprend pas encore, non? Oui, non. Il est dans une autre... Dans la réalité du passé, cette réalité existe encore, en partie, mais elle est déjà en train de disparaître, non?
Exactement. Le quatrième point serait donc l'énergie, une énergie plus décentralisée, parce que par exemple, un exemple super simple, non? L'Europe et la Russie, après qu'ils ont envahi l'Ukraine pour la deuxième fois en 2022, eh bien, on voit que l'Europe décide qu'elle doit se bouger sur la question énergétique, qu'elle ne peut pas dépendre de la Russie. Et elle commence à chercher d'autres moyens de répondre à ce besoin. Et on voit de plus en plus de panneaux solaires qui permettent cela, n'est-ce pas? En effet. En plus, tu n'as plus besoin de dépendre d'un grand pays qui te vend le gaz, qui te vend le pétrole, et cela se multiplie dans de nombreux pays. L'Europe n'est qu'un exemple, mais il y a beaucoup de pays qui ont déjà réussi à atteindre une indépendance énergétique. Ce qui a été une étape, c'est une étape extrêmement importante pour être vraiment souverain. Oui, 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 exactement. Exactement. Et nous allons voir beaucoup d'exemples similaires, n'est-ce pas? C'est-à-dire là où même un pays moyen, petit, voire minuscule, peut faire des choses que tu n'imagines même pas, n'est-ce pas? Alors nous allons voir comment la guerre ne dépend plus des coûts exorbitants des missiles, mais plutôt d'avoir une technologie intelligente, de pouvoir la produire rapidement, et c'est tout, n'est-ce pas? C'est-à-dire que tout à coup, avec quelques drones, et imagine aussi la question parce que tu te rends compte de ce que a coûté la fabrication de ces porte-avions. Et maintenant, tu sais que tu ne peux pas t'approcher de n'importe quel endroit, parce qu'avec des drones marins, ils peuvent t'abattre. C'est vrai pour la Chine, les États-Unis ou tout propriétaire de porte-avions. Avec seulement un vingtième de ce coût, tu as assez d'essaims pour que personne ne vienne t'embêter. Quelqu'un faisait un calcul en comparant avec des armes nucléaires, tu vois, par exemple avec une bombe nucléaire. Ce qui te détruit, est-ce que quelques milliers de drones peuvent en détruire? Et c'était assez similaire, la ressemblance, tu vois. C'est-à-dire, ça ne laisse pas la radioactivité, mais ça peut quand même générer assez de chaos, similaire au moins à une arme de destruction massive. Donc on parle déjà, ou on en arrive au fait que ça se démocratise, et ce n'est peut-être pas forcément un aspect positif, mais ça se démocratise, tout dépend de la façon dont tu le vois, non? Mais la défense des pays est en train de se démocratiser, non? Donc ça aussi, ça peut être positif pour qu'il y ait plus d'équilibre et qu'il n'y ait pas autant de profiteurs, n'est-ce pas? Mais cela peut aussi générer des problèmes avec des pays moyens ou petits, ou même en crise économique constante, comme la Corée du Nord, qui se comporte comme une puissance nucléaire, parce qu'elle l'est. C'est-à-dire parce que c'est une puissance nucléaire, mais rien d'autre, n'est-ce pas? Ce n'est pas une puissance économique, ni dans ce domaine, ni dans d'autres, non. Mais sur ce sujet-là, ils peuvent vraiment te mettre en pièces. Donc c'est aussi un sujet très... Eh bien, c'est vraiment grave, très dangereux, honnêtement, non? Comment tu vas? Demande Diego Diaz Pepe. Cet accord fait peur, dit Diego. Salut. C'est qu'il s'agit d'un accord qui va passer à l'histoire comme ça, comme un accord d'instabilité, pas un accord qui, enfin, qu'est-ce que ça va t'apporter? C'est-à-dire savoir que tout cet argent va arriver aux Iraniens et qu'ils savent qu'ils ont assez de force et de pouvoir pour réagir à tout moment et continuer à étrangler l'économie quand ils le veulent. Oui, c'est vraiment grave. Salut, comment tu vas? Et si nous sommes face à une pandémie africaine qui pourrait devenir une pandémie? Dit Martin, comment tu vas? Salut. Une épidémie qui peut devenir une pandémie. Salut, comment tu vas, Martin? Bonjour, qui bon? Qui d'autre? Ça te met? Salutations à Martessa, comment elle s'appelle? Qu'est-ce que c'est? Nicole Franco. Nicolas, oui. Passons aux salutations. Salutations, comment allez-vous? Bonjour. Comment l'Argentine vous traite-t-elle maintenant que vous êtes là-bas? Salutations, passons aux autres sujets importants. Et pour revenir au sujet, n'est-ce pas, il y a aussi d'autres aspects positifs à cette époque, et je sais que la CIA est beaucoup critiquée, qu'elle a aussi ses aspects négatifs, que nous avons déjà mentionnés très souvent, mais elle a aussi ses aspects positifs, n'est-ce pas? Exactement, par exemple, donner du pouvoir à de petits acteurs, comme dans le cas de l'Ukraine, n'est-ce pas? Ils ont réussi à obtenir ces drones. Je crois que c'était Marvin qui demandait si les drones ukrainiens sont intelligents. Eh bien oui, n'est-ce pas? Ces drones intelligents sont en grande partie ce qui leur a permis d'avoir ce pouvoir qu'ils ont réussi à obtenir alors qu'ils sont un pays si petit. Je me souviens que
Quand on voyait les jours précédant l'invasion de 2022, on disait « la Russie va les écraser, ils ne tiendront même pas une semaine ». Tu voyais les chiffres, comparais chars, avions, soldats, et il était clair qu'ils ne tiendraient pas longtemps. Cependant, le fait est qu'ils en ont beaucoup, ils en avaient beaucoup. Cela des entreprises de personnes intéressées par le domaine de l'intelligence a donc généré énormément de nouvelles entreprises avec l'intelligence artificielle. Dans ce cas, elles servent au domaine militaire, mais pourraient aussi être utilisées ailleurs. Et aussi générer de nouvelles opportunités. Aussi générer, oui. Eh bien, parce que là, ce serait encore un pays, non? Ce serait une armée, mais si on va jusqu'à l'individu, c'est-à-dire à la personne, non? C'est là que je pense que c'est intéressant, je veux dire, parce que oui, le pays, c'est... Oui, je veux dire aussi, non? Mais l'individu, la personne, c'est-à-dire cette personne qui n'avait pas accès, qui n'avait aucune possibilité de quoi que ce soit, eh bien, ça lui fait un changement incroyable. Je veux dire, ça peut vraiment lui changer la vie, non? Concernant l'éducation et tout ce que tu veux, comment apprends-tu? Je veux dire, si on prend quelque chose de très basique, non? Comment tu apprends le japonais dans un spa? Maintenant, eh bien, il y a déjà des applications gratuites, sans avoir à payer, non? Des applications comme ça, tout de suite gratuites qui existent. Et tu y vas, et tu peux y rester un bon moment, non? Rester là un bon moment, j'ai déjà fait des recherches en posant des questions basiques, non? À propos de ces idées d'applications gratuites, donc, en leur demandant combien de temps il faudrait pour apprendre le japonais de base, n'est-ce pas? Sans investir, sans rien d'autre, juste avec ce qu'il y a sur Internet, non? On m'a dit au minimum 600 heures, oui, ce qui fait 25 jours, 25, n'est-ce pas? D'affilée, n'est-ce pas? Alors, 600 heures réparties, c'est 600 heures sur un an, d'accord? On va dire, en un an, gratuitement, tu pourrais te débrouiller décemment en japonais, bien sûr, non. Il disait là-bas que si tu veux devenir expert en japonais, il indiquait, je crois, 1800 heures, ou quelque chose comme ça, ou 3000 heures, ou je ne sais pas combien, énormément. Mais disons, pour te faire comprendre, non? Pour y aller, tu prévois un voyage dans 1 ou 2 ans, ou plus tard, tu aimerais y faire des affaires ou autre chose. Alors tu as un... Et tu parles du japonais, qui est l'un des plus compliqués. Évidemment, si tu demandes l'italien, le portugais ou d'autres langues, eh bien ça devient beaucoup plus facile. Mais rien que le fait de savoir, c'est-à-dire de calculer, de se demander de combien ai-je besoin? Je ne sais rien. De combien ai-je besoin avec ces outils? C'est tout. Est-ce possible? Oui, c'est possible. Beaucoup de jeunes de 16 ans sur Internet le font, non? Qui parlaient 15 langues juste en pratiquant avant les IA, oui. Avant les IA, juste avec YouTube, mais ensuite on le voit au quotidien, n'est-ce pas? Les personnes qui utilisent pour ça une recette, pour faire de l'exercice, pour 1000 choses, c'est-à-dire, nous sommes face à la possibilité que, oui, ce que nous sommes et ce que nous voulons améliorer, nous puissions le faire d'une manière impressionnante. Et l'exemple que tu donnes, c'est vrai? Oui. Et il me semble que le meilleur exemple, c'est l'Ukraine, parce qu'elle est en train de le vivre et parce que cela devient son avenir entrepreneurial, c'est-à-dire... Parce que beaucoup d'entreprises d'intelligence artificielle faisaient des jeux vidéo, faisaient d'autres choses, et elles ont appliqué cela pour protéger leur pays avec des drones. Et bon, il y a des cas dont tu parles là, de ces petites entreprises de garage. Non, c'est comme ça qu'elles étaient. Oui. Et certains, nous avons montré les images de comment ils étaient avant et comment ils sont maintenant, déjà diversifiés en Allemagne ou dans d'autres pays, parce qu'ils pensent à la guerre, n'est-ce pas? Et qui valent de plusieurs milliards de dollars, n'est-ce pas? Donc un sujet qui, pour commencer, c'est-à-dire comment créer une entreprise de technologie. Non, c'est que, par curiosité, faites-le. Demandez à ChatCapet, ou bien, comment il s'appelle, à Cloud, peu importe. C'est impressionnant. Parce qu'il te donne toutes les étapes, et c'est souvent bien moins compliqué que ça en a l'air. C'est-à-dire parce que tu t'imagines, comment ça doit être? Maintenant, tu ne peux plus avoir de doute. Est-ce que c'est possible ou pas? Demande, n'est-ce pas? Demande parce qu'on va te donner exactement les étapes à suivre. Et bien sûr, tu ne demandes pas seulement à une seule personne, tu demandes à plusieurs et tu fais plus de recherches et tout ça. Mais là, tu as déjà la certitude que, regarde, je sais que c'est possible ou je sais que ce n'est pas possible. Et c'est tout, n'est-ce pas? Alors, tout ce temps qui était perdu, des mois ou des années, rien que pour l'exploration, non? Quand on lance ou crée un projet, on passe des mois à explorer l'idée, non? Et comme ça, on ne peut pas. Comment faire? Et ainsi de suite. Ça se résout en quelques minutes maintenant. Ce qui vient ensuite, c'est l'action, n'est-ce pas? Passer à l'action. Donc, voilà, c'est ça. Là où il y a plus que du talent, ce qui est aussi important, et là où il y a beaucoup de talent, ça va exploser encore plus. Mais même sans talent.
simplement avec un objectif clair de développer quelque chose que tu veux créer. Jamais dans l'histoire nous n'avons eu une telle opportunité qu'aujourd'hui, n'est-ce pas? De la développer, de la créer, etc. Et donc ce que tu disais à propos de l'énergie, de la communication, des finances, c'est aussi quelque chose que je n'avais pas vu de cette façon. Un autre point positif que vous avez peut-être remarqué est le suivant. Une plus grande vigilance qu'on a, mais pas tournée vers l'avenir. Les gens aussi, c'est vrai, mais l'aspect positif, c'est que nous aussi, ou les gens, disons, peuvent aussi surveiller ceux qui sont au pouvoir. Jamais ils n'avaient été autant. Comment dire, les puissants n'avaient jamais été autant sous pression. Ils sont constamment surveillés. Chaque mot qu'ils prononcent, chaque chose qu'ils font, chaque erreur qu'ils commettent, chaque faux pas est immédiatement observé, étiqueté, divulgué. Eh bien, grâce à cela, de nombreux politiciens et présidents et tant d'autres sont tombés, même s'il en manque encore beaucoup, je ne sais pas quoi. Oui, mais jamais il n'y avait eu autant de surveillance du pouvoir qu'aujourd'hui, n'est-ce pas? Et on essaie de limiter ici et on essaie de limiter là-bas. Mais il y a une lutte constante pour que cette surveillance continue d'exister. Pas seulement à travers les réseaux en exposant un problème, mais aussi à travers, l'analyse forensique, les images satellites, c'est-à-dire des choses qui relèvent déjà d'un niveau plus avancé. Exactement. Par exemple, tous ces comptes OSINT sur X qui surveillent toujours, que ce soit les avions, les cargos, le B2, tellement qu'aux États-Unis, le secrétaire à la guerre a réfléchi à comment bloquer ces comptes et il les a lui-même utilisés. Par exemple, lors de l'invasion du Venezuela, il surveillait ces comptes parce qu'ils partageaient des images de la population et cela pouvait leur donner des informations pareillement, et vraiment. Israël a utilisé des personnes en Iran pour obtenir des informations sur l'emplacement de certaines défenses aériennes. Et cela fait aussi que les gens aient du pouvoir. Nous sommes des millions, des centaines. Combien sommes-nous déjà? Des milliards, 7 milliards de personnes qui surveillent. Eh bien, quelques-uns seulement qui sont le gouvernement de leur pays. Non, ça s'effondre, c'est-à-dire, c'est pour ça que certains pays comme la Corée, comme la Chine, qui surveillent excessivement leur population, inquiètent parfois, mais qui ne permettent pas d'être remis en question, n'est-ce pas? Mais il faut continuer à défendre l'idée de remettre en question ceux qui gouvernent, et tout ça parce que c'est la seule façon qu'au moins ils limitent leurs abus, n'est-ce pas? Parce que je veux dire, ils vont essayer, mais au moins ça va être assez limité. Qu'est-ce qu'on a d'autre par là? L'autre, c'est la question planétaire. Il y a désormais plus de conscience car on perçoit mieux les effets, comme aujourd'hui avec l'invasion de mythes en Navarre, Espagne, due aux incendies de forêt, qui ont cherché refuge et qui, peuvent affecter la population, mais on commence déjà à voir les ravages de cet incendie alors qu'on ne se préoccupait peut-être pas vraiment d'étudier ce qui arrivait aux insectes quand ils perdaient leur écosystème, n'est-ce pas? C'est pareil pour de nombreux animaux. Nous pouvons être à la fois des animaux et des catastrophes naturelles, nous pouvons être des témoins plus proches qu'avant. Oui, et en fait, moi je ressens, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais même si je le dis, tu vois encore qu'il y a des gens qui s'en fichent quand même, et ils jettent des déchets dans la rue, ou n'importe quoi, ou des gens qui polluent. Mais je crois quand même qu'il y a de plus en plus de gens qui font attention, qu'il y a plus de gens qui sont conscients, non? Qu'il y a de plus en plus de gens qui s'en préoccupent, et qui font quelque chose pour améliorer, non? Leur environnement. Et moi, je pense qu'il y a une plus grande conscience, non? Des effets qu'il y a, de ce que l'on vit, non? Oui, je pense que oui. Il y a un peu plus de conscience sur ce sujet, et il y en aura beaucoup plus avec le temps. Je l'espère, non? Bon, passons donc aux commentaires. Bon état, salutations, tu verras d'ici. Très bien, il dit simplement les transpondeurs en regardant les trajectoires de exactement. Oui, c'est impressionnant là. Mercedes envoie un grand salut, c'est-à-dire en temps réel, n'est-ce pas? En voyant comment ces mouvements se produisent, comment se font ces mouvements, par exemple ceux des navires, là-bas dans le détroit d'Ormuz.
Vous vous rappelez l'affaire Maduro quand il y avait des gens au Venezuela qui étaient constamment en train de... Ils mettaient en ligne des vidéos montrant qu'il y avait ici des canons de je ne sais qui du Venezuela à telle position. Ils donnaient quand même les informations et tout le reste, non? C'était vraiment fou tout ça. Salut, comment ça va, Tapatia, Blues, Sol Garcia, comment allez-vous? Bonsoir. Salutations au papa de Novak. Comment va le papa de Noah? Novak, à la tante Eva, et salutations à Marcella, Riquelme, à Marvin. Il y a aussi Marisol ici, Marisol Terceros, qui dit « Bonjour les amis, bonne soirée, salut Marisol, salut aussi à Zaraté, comment ça va Zaraté ?» Il dit « Prêt pour le match du Japon? Oui, ça commence dans 10 minutes, à peu près. Salutations à Germán Ibarra, comment vas-tu ?» Et il dit aussi salutations à Francisco Arce. Il dit que non, aujourd'hui nous n'y sommes pas allés. Non, aujourd'hui nous ne sommes pas allés enregistrer dehors. Non, aujourd'hui nous n'avons pas enregistré dehors, nous n'avons pas eu le courage. On verra si on y va la prochaine fois. Mais qu'est-ce qui m'attend? Attends, après... On peut encore faire celui-ci. Nous devons aller à la sortie parce que maintenant tout le monde est déjà à l'intérieur. Oui, non, la sortie c'est déjà là. Bonjour Diego Diaz, comment vas-tu? Quoi de neuf, Diego? Salutations. Qu'est-ce qu'il y a? Comment va se passer le FanFest? Ils font aussi des FanFest comme ça? Oui, tous les jours, c'est tout. Rien d'autre n'a été annulé à cause de la pluie, juste ça. Mais chaque jour, ils diffusent des matchs. Match, enfin, c'est... Au fait, vous vous souvenez qu'hier, il y a eu de fortes pluies ici à Nuevo León? Ici, tu m'avais envoyé le graphique des niveaux d'eau. Laisse-moi leur dire, regarde, il est là. Écoutez comment ça s'est passé. Les chiffres officiels de la tempête d'hier, ici à Nuevo León, étaient de 125 mm, tu vois, en très peu de temps. Ici, il dit que normalement, au mois de juin, c'est la moyenne normale. Il pleut normalement 60 mm en juin, et là, en environ 2 heures, il est tombé 125 mm. Donc il est tombé le double de ce qui tombe normalement en juin, mais en 2 heures. C'est pour ça que ça a causé ce que ça a causé, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'avant tout ça, c'était calme, et en y repensant, oui, c'était tranquille. 125 mm à Monterrey spécifiquement, alors qu'à l'université, il y en a eu 84, ce qui est aussi beaucoup. Mais à Los Ramones, 69 mm, et ce n'est pas pareil. J'ai dit beaucoup de pluie. En vrai, oui, c'est impressionnant. C'est ce qu'il dit. Et tu vois, ces jours précédents ont été comme ça. Ils étaient en train de déboucher les canalisations et tout ça, et il n'y a presque pas eu. Enfin, il n'y a pas eu autant d'inondations que d'autres fois, où il y en a eu, par exemple à Carranza, mais vers Garza Garzasa et tout ça, je crois qu'il n'y en a pas eu. C'est là que je les ai vus en train de déboucher, non? Toute cette zone-là. Mais bon, qui sait, je veux dire, vu la quantité d'eau qu'il y a eu, non? En ce moment, le fleuve Santa Catarina doit sûrement avoir de l'eau, non? Comment vas-tu, Germán Tapatia? Très bien. Qui d'autre? Leonardo, tu es déjà revenu sur ton compte. Salutations, Leonardo. Tu as déjà de l'électricité, dis-moi oui s'il te plaît. Papy dit, j'ai entendu qu'une loi pourrait être proposée au Congrès par le président Milei pour créer des entreprises conçues et supervisées par l'IA. Oui, je suis en train d'étudier le sujet parce que c'est vraiment un sujet fou, très fou. Ce serait des entreprises créées par une IA elle-même, et le problème c'est la question de la responsabilité. C'est-à-dire qui était responsable de ça? Parce que ce serait une IA argentine, non? Et l'IA dit « Je demande à créer une entreprise de ceci, de cela, de ceci », et l'Argentine répond « C'est bon, tu as déjà l'autorisation, la voici. » Tu pourras déposer, par exemple, sur ce compte, tu pourras envoyer de l'argent à l'étranger. Oui, tu pourras faire cela, acheter, vendre, c'est-à-dire que tu auras certains droits, etc. Et des responsabilités ici, non? Je lui demande, c'est-à-dire celui-ci est plus. Eh bien, d'après ce que je comprends, c'est plus complexe que ça en a l'air. Mais apparemment, s'ils vont le faire, si c'est comme ça, il faudra voir les petites lignes. Voyons ce que c'est, enfin, comment l'Argentine se défend-elle, pour éviter que cela ne pose problème, pour que ce soit quelque chose de positif et non de négatif. Karim, comment vas-tu? Salut. Salut, et ici Francisco Arce demande « Est-ce que ça va être comme ça pendant 1 ou 2 ans ?» En simulant dans les négociations, les 2 camps se préparent à la prochaine guerre, dit Francisco Arce. Oui, c'est possible. Salutations à Italo du Chili, comment vas-tu? Marvin dit « Oui, j'ai entendu ça que l'IA de Google et celle de Palantir sont restreintes à certaines ethnies, dit Marvin. Salutations, Marvin. Salutations, Marvin, comment vas-tu? Je n'ai pas entendu cela, mais parfois c'est restreint par pays, pas par ethnie, car il y a plus de monde ainsi. C'est compliqué, oui, par pays. Salutations à Martin Gutiérrez.
Il demande ce que Barbara, chanteuse iranienne, va enregistrer pour sortir sur YouTube sans voile. Elle a reçu 74 coups de fouet et 2 ans d'interdiction de chanter. Incroyable la liberté des femmes là-bas. Non, oui, c'est incroyable, incroyable. C'est-à-dire, lui et tous les gens de son groupe, de ses amis et des assistants, c'est-à-dire, elles vont recevoir la même punition. C'est incroyable. Oui, c'est incroyable. Martha Gabi, comment vas-tu? Salutations dans Californie, tout va bien là-bas? Salutations aussi à German, à Garman, à Sebola, à toute la communauté qui arrive. Super, comment allez-vous? Martine explique qu'en Ouganda et au Congo, le problème avec l'Ebola vient du fait que les gens pensent que la médecine occidentale est porteuse du virus, évitant ainsi l'hôpital, ce qui augmente la contagion sans statistique ni contrôle. Salutations Martin, santé. C'est exact, Martin. C'est dur aussi, puisque nous sommes dans ces sujets sur la nouvelle direction du monde, n'est-ce pas? Et où cela va? Il y a quelques films, puisque c'est le samedi des films, non? Et des séries et tout ça, il y a quelques films qui parlent de ça, c'est-à-dire qui parlent de ces tournants. Pas nécessairement de cette époque en particulier, mais qui pourraient quand même convenir. Donc voilà, en voici quelques-unes, une petite liste parmi lesquelles il y a une de mes préférées, celle-ci, comment elle s'appelle? Matrix, non? C'est-à-dire Matrix parle justement de ça, non? D'un tournant, d'un changement, d'une évolution vers quelque chose de totalement différent pour justement briser le système, en gros, non? Pour Vendetta, ça colle encore mieux, non? C'est-à-dire que le système qui existait n'existera plus. Maintenant, le petit aura aussi du pouvoir, non? Ce n'est pas qu'il aura tout le pouvoir. Et ce n'est pas que les élites vont cesser d'exister, elles continueront d'exister, mais ce sera différent, non? C'est une nouvelle direction. C'est pour ça que ce n'est pas une direction vers... Et je pense qu'à partir de là, avec cette idée que ce soit Matrix ou comment ça s'appelle, V pour Vendetta, il pourrait aussi y avoir celle de Le 13e étage, qui est un film assez méconnu, mais qui est aussi intéressant et qui parle aussi de ça. Eh bien oui, de cette réalité limitée, non? Mais là, à cause de la fin que je ne veux pas révéler, peut-être que ça ne correspond pas tout à fait à ce dont on parle, non? On va peut-être aussi obtenir ce code. Il me semble que le 46, Qui n'a pas été... un film très populaire au cinéma, mais très bon, où il est question d'un contrôle de la population qui décide où tu peux aller sans explication, avec une raison cachée. Ils te disent bon pourquoi. Et il est vraiment bien, vraiment bien. Oui, il est vraiment bien et c'est... Avec de très bons acteurs. Il a reçu de très mauvaises critiques, peut-être parce qu'elle était lente ou pour une autre raison. Mais le film, vraiment, eh bien, regardez-le et puis vous me direz, mais il est divertissant, je le trouve intéressant. Eh bien, moi, j'ai aimé. Oui, Oui, j'ai beaucoup aimé quand nous l'avons vu. nous l'avons vu plusieurs fois, acheté avec tous les films. Franchement, c'était un bon film, et voilà. Avez-vous un film ou une série à proposer? Nous avons vu celle du cirque, comment dire, avec le cirque numérique qui parle aussi un peu de la conscience numérique. Je ne veux pas spoiler, ce n'est pas pour tout le monde, peut-être à cause du style d'animation, il y a des gens qui n'aiment pas, d'autres qui aiment, mais ça parle de ça. C'est-à-dire, ça parle essentiellement de la numérisation de la conscience, non? Et qu'est-ce qui se passerait si tout à coup on pouvait cloner nos pensées, nos idées, notre conscience, pour ainsi dire, non? C'est-à-dire ta conscience, tu ne la gardes pas, je veux dire, mais elle reste aussi clonée pour garder un souvenir de toi. Mais c'est déjà un souvenir profond, un souvenir de tes idées, tes pensées, tes peurs, enfin tout, n'est-ce pas? Tes connaissances aussi, tout. Imaginez que vous puissiez l'absorber. Et si tu te mets à la place de cette conscience, oui, eh bien, tu te rends compte que c'est toi. C'est-à-dire, imaginez que vous découvriez soudainement que vous n'êtes pas vous, mais que le pépé réel est là dehors. Et que toi, tu n'es qu'une conscience copiée. Imagine, non? Et que tu vas rester enfermé là, mais qu'au final, tu n'es plus toi, n'est-ce pas? Mais toi, tu es là-bas, n'est-ce pas? En train de vivre la véritable expérience, Pépé. Moi, ici, je suis dans autre chose, pour ainsi dire. Alors, c'est le concept que porte ce dessin animé ou cette animation. Non, ce n'est pas un dessin animé, c'est une animation. C'est de ça qu'il s'agit. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un groupe indépendant qui a réussi à percer sur YouTube et qui est ça même arrivé jusqu'au Cinépolis, non? Ils apparaissent que désormais dans les cinémas internationaux et sont déjà sur YouTube. Et salut à Italo, dit Pépé. Moi je suis ici au Chili. La polémique autour des enfants haïtiens continue et les politiciens se couvrent entre eux avec ça.
Shelley ne sera pas élu à l'ONU. Ici au Chili, tout le monde la critique. Eh bien, bien sûr. Et Leonardo, dit Pépé, je suis déjà tellement habitué à être sans électricité que je crois que je ne vais même plus vouloir qu'ils la rétablissent. Je ne sais pas si je vais m'habituer à vivre sans électricité. Ça ne me manque pas. C'est comme ça qu'ils ont fait là-bas. Et ici aussi. Mais comment tu te connectes, Leonardo? Je veux dire, comment tu branches ton téléphone? Comment tu fais pour le recharger? Donne-nous tes astuces, d'accord? Avec cette expérience, note-les et vois si tu peux nous donner quelques conseils ici pour la communauté, pour qu'on puisse en apprendre un peu là-dessus. Et je dis ça à part, mais ce serait vraiment intéressant, j'imagine, d'avoir un petit panneau solaire quelque part, même juste pour les urgences, n'est-ce pas? En y réfléchissant maintenant, et vu que les prix ont beaucoup baissé, figurez-vous que je lisais un article sur la Chine, qui a réussi ou a actuellement la capacité de produire suffisamment de panneaux solaires pour que tout le monde sur la planète puisse avoir de l'énergie solaire. Mais il y en a tellement, et non, il n'y a pas tant de gens qui veulent les acheter parce qu'au final, il y a aussi beaucoup d'autres intérêts, n'est-ce pas, qui veulent que l'on continue à consommer d'autres types d'énergie. Donc il y a certaines limitations, ils sont arrivés à certaines limites, et maintenant ils y sont. La Chine n'est pas en train de demander, elle est en train d'ordonner à ses entreprises de produire moins de panneaux solaires, parce qu'il y a trop de panneaux solaires, ils produisent trop vite et à des prix trop bas. Ils ont répondu non, ce n'est pas possible car les gens n'en profitent pas autant. De nombreux pays imposent des restrictions. Non, n'achetez pas autant de panneaux solaires, c'est interdit. Ou bien ils en achètent, mais très peu, c'est-à-dire qu'ils leur imposent beaucoup de restrictions. Pourquoi ? Eh bien, pour éviter que les maisons ne soient remplies de panneaux solaires, parce que par exemple, l'Australie, qui avait un accès excessif aux panneaux solaires, avait accès à l'énergie, ils ne savaient même plus quoi en faire. En fait, la France et d'autres pays connaissent aussi des périodes où, certains jours, où l'énergie ne peut même pas être utilisée. Oui, c'est compliqué, non? C'est trop. On ne peut pas accumuler, enfin, ce serait bien qu'ils inventent une batterie qui soit suffisante, qui puisse stocker, et que quand il y ait des jours nuageux, eh bien, on ait la batterie. Mais à grande échelle. Oui, une batterie à grande échelle, car il existe des batteries domestiques, mais pas d'aussi grandes. Tu te dis, eh bien, il y a des piles, bon, ils développent des piles nucléaires, mais malheureusement, elles ne sont pas accessibles. Donc, beaucoup de ces batteries, cette énergie est perdue ou pose un problème, parce que tu dois réduire l'énergie que tu produis pour essayer d'équilibrer, sinon tout saute aussi. Oui? C'est tombé. Oui, il lui manque encore un peu de développement. Un petit peu. Salutations à Marie-Hélène. Comment vas-tu, Marie-Hélène? Bonjour. Salutations. Marie-Hélène dit bonsoir à tous et demande comment vous allez. Salutations. Marvin demande, êtes-vous déjà prêt pour le 24 juin? Qu'est-ce que le 24 juin? J'ai refusé pour le 24 décembre, c'est trop tôt. Quel est le rôle de juin? Qu'est-ce que c'est? Quoi? Que joue le Mexique? Le Mexique joue, non? Oui, je crois. Je ne sais pas. En vérité, je n'ai pas retenu le jour parce que dernièrement, je me suis rendu compte que je me trompe dans les horaires, alors je n'y ai plus vraiment fait attention. Salutations à Tante Eva. Elle demande si tu as une recommandation de film ou série sur les extraterrestres. Eh bien, Disparition, série. Celle que je vais encore recommander, parce qu'elle est vraiment excellente, celle de Spielberg, la série. Oui, c'est Disparition. Regarde Disparition, je pense que tu vas aimer. En plus, elle a un style très classique, cette série, donc recommandé. Et en plus, c'est une mini-série, non? Si je ne me trompe pas. Il y a 3 saisons, celle-là. Je croyais que c'était une mini-série, sûr. Non, oui, une saison de cet épisode. Oui, ce n'est pas une mini-série, rien de plus. C'est une saison, 10 épisodes, du début à la fin, c'est fini. Donc celle-ci est sur Disney+. Los. Oui, très bonne celle-là. Moi, toi, où tu la cherches? Non, salut. Oui. Salut aussi. Marvin demande, avez-vous vu la série 4400 sur FTF? Selon la voyante brésilienne, elle a rêvé de la série. Non, nous n'en avons jamais entendu parler. Oui. Toi, oui? Non, moi je ne l'ai pas entendu. Salutations, dit Francisco Arce. Dark City ressemble aussi à Matrix. City, oui, elle a son charme, c'est vrai. Fabi demande votre avis sur le nouveau film d'Alice. Nous ne l'avons pas vu, donc je vous disais que, peut-être la semaine prochaine, ou l'autre, ou encore l'autre semaine, mais oui, on veut la voir. On va essayer de la voir au cinéma, on va voir si c'est possible. Mais parce qu'on a eu beaucoup de choses, beaucoup de monde, beaucoup d'agitation, peu de temps, mais si c'est possible, on la regarde et on donnera notre avis. Mais ça a l'air bien, non? Ça a l'air intéressant. Marvin dit, batterie de secours et panneaux solaires. J'ai déjà installé les miens, t'as de la chance, Marvin. Franchement, c'est excellent, c'est vraiment excellent, c'est excellent. J'aimerais avoir de bons panneaux solaires, car l'électricité devient vraiment chère. Oui, je le vois ainsi. Les gens qui partagent ce qu'ils dépensent et qui ne dépensent rien, c'est vraiment génial, évidemment. Ça a un coût, n'est-ce pas? Les panneaux. Et puis ça s'équilibre un peu avec le temps, non? Ici, c'est un double avantage, surtout pour ceux qui travaillent à la maison. Je pense qu'ils comprendront.
Christina ne travaille pas à la maison, n'est-ce pas? Christy? Non? Non. Non, personne ici ne travaillait à la maison. Mais beaucoup d'entre vous le font maintenant, ce qui engendre un coût. C'est un coût supplémentaire parce qu'on est toute la journée à la maison. En gros, tu consommes plus d'énergie parce qu'il faut la climatisation, les ordinateurs, tout ça. C'est un coût. Donc évidemment, chaque mois arrivent les grosses lots de factures et tu t'imagines avec un panneau solaire, eh bien franchement, non, ce serait aussi énorme. Mais beaucoup. Et comme le disent d'ici Nicole et Rita, c'est ça? Franco et Rita? Oui. Nicole Franco. Nicole et Franco. Elle dit... Si je suis sincère, Pépé, je sais, ici en Argentine, l'économie est un désastre. C'est vraiment triste que les gens ne puissent pas se permettre de manger un bon asado le dimanche, entre autres choses. Ah, eh bien oui, chihuahuas. Un énorme salut jusque là-bas et merci pour l'info, non? Ce salut. Il dit qu'il faut dépenser pour les guerres au lieu de choses utiles à l'humanité. Sarcastique. Salutations Verderi, bonjour. Comment allez-vous? Marvin, le 24 juin, c'est l'invasion, selon une voyante brésilienne. D'accord, le 24, non, il faut juste que ça arrive déjà. Qu'on en finisse une bonne fois pour toutes. Le 24. Qu'est-ce qu'on attend? Dit Cebola. Cette histoire d'invasion extraterrestre, on l'affirme depuis que je suis petite, dit Cebola. Salutations, Cebola, salutations. À tous, des années, oui. Eh bien, quand le monde va-t-il finir? Tout le temps. À ce stade, c'est déjà fait, le monde est parti et recréé, 15 fois. Salutations à Altagracia, si grande. Je ne sais pas si c'est Altagracia, comment vas-tu, Altagracia? Bonjour. Altagracia, salut, cela faisait longtemps qu'on ne t'avait pas vu. Bonjour, comment vas-tu? Quel plaisir. Salut Mercedes, t'as déjà salué Mercedes. Mercedes, oui déjà, oui j'ai salué, oui. Salut Mercedes. Comment étaient les premiers commentaires? Oui. Oui, très bien. Karim Pépé me demande, que penses-tu des changements économiques annoncés à Cuba? Je réponds, nécessaire, non. Nécessaire mais inefficace, c'est-à-dire, et trop superficiel. Un maquillage, non? Je vois ça comme un maquillage qui n'est pas suffisant, mais il faut bien commencer quelque part. Je pense qu'il devrait être accéléré, c'est-à-dire, si vraiment ils veulent faire un changement, il faudrait faire un changement complet. Je comprends que c'est un régime, au final, qui ne veut pas partir, c'est-à-dire qui veut se maintenir là, mais il faut s'ouvrir à l'opposition, il faut s'ouvrir à d'autres options. Ils n'y sont pas habitués, ils ont toujours vécu ainsi, où seule leur opinion compte sans vraiment considérer les autres. Donc, eh bien, je pense qu'ils se sont aussi déshabitués, n'est-ce pas? Et ils devront vraiment faire beaucoup d'efforts. Eh bien, évidemment, pour les États-Unis, ils ont déjà réagi et ont dit que pratiquement, eh bien, ils voyaient que ce n'était que de la poudre aux yeux et que ça ne leur a pas plu du tout, que c'était juste pour faire semblant. Un autre film aussi qui, disons, a un peu cette idée, c'est Elysium, tu te souviens? Elysium, n'est-ce pas? Avec Tom Cruise. Non, plutôt celui avec lui, ça me revient. Comment ça s'appelle? Matt Damon, exactement. Oui, elle est lesbienne. Oui, elle est lesbienne et puis elle aborde un peu le thème de la migration. Oui, ceux où il y a la séparation des comment on dit, élites. De l'élite, non? Oui. Maintenant, avec tout ce qui concerne les MOS, la différence est vraiment frappante, non? Les fils de l'homme. Les fils de l'homme. Excellent de Quaron, si vous ne l'avez pas vu, regardez-la. Super recommandée, on l'a vue 3 fois. Elle est excellente. En plus, moi, c'est fait par des Mexicains. Par un Mexicain, c'est latino-américain, donc oui. Bon, nous sommes bons, oui. Salutations, et bon, écoutez, là, tout de suite, le Japon a déjà marqué un but, en fait. Eh bien oui, c'était évident, n'est-ce pas, qu'ils allaient déjà. Oui, je viens juste de commencer. Oui, je viens de commencer, ils ont commencé très fort. Eh bien, regardez, en fait, dans le groupe où se trouve le Japon, c'est le Japon, voyons, la Tunisie, la Suède et les Pays-Bas, d'accord? Voyons, le Japon a fait match nul avec les Pays-Bas, un partout. Oui. Et la Suède en a pris 5. Je veux dire, les Pays-Bas ont mis 5 buts à la Suède. Donc, évidemment, s'ils ont fait match nul avec les Pays-Bas, ils doivent écraser cette équipe, cette Tunisie. Avec la Tunisie, oui, je veux dire. Je veux dire, logiquement. N'est-ce pas? Oui, le pire, c'est que cette logique peut vite devenir une erreur tactique et tu prends une raclée, non? Qui a fini 4-2 récemment? 4-2. Je ne me souviens plus. 2 pays européens, je ne me rappelle plus lesquels. Oui, la Croatie et l'Angleterre, je crois que c'était l'un de ceux-là. Oui, et j'ai vu le résumé, d'accord? Non, en fait, si tu regardes seulement le résumé, ce n'est pas ce que le résultat laisse croire. Je veux dire, tu te dis, c'est dingue, en fait c'était plus à cause, oui, d'erreurs et tout ça. Mais on en est qu'à la 8e minute. Ça a l'air super, comment ça s'appelle. C'est vraiment équilibré, ça ne paraît pas aussi net que le résultat le laisse croire. Aussi, une autre chose C'est ce qui compte, c'est le résultat? Le résultat, il dit bien sûr. Il dit Daily ou They Live, non Daily, oui Daily, non. C'est parce qu'il y en a une qui s'appelle They Live de 1988 de John Carpenter.
C'est celle-là. Ce film, je n'ai jamais pu le trouver en entier. Je l'ai toujours vu par morceaux, non ? Je l'ai vu par morceaux. Mais imagine qu'une personne a des lunettes, d'accord ? Avec ces lunettes, elle perçoit les vraies intentions derrière les panneaux publicitaires. Par exemple, au lieu de voir Coca-Cola, et tu mets les lunettes et ça dit « obéis, non ?» et puis tu regardes ailleurs. Et puis à la fin, tu regardes les humains et tu vois des humains normaux, des petits crânes, et puis tout à coup tu en vois qui ne sont pas humains, qui sont comme des extraterrestres et tout ça. Donc, c'est comme des lunettes. Ou sans lunettes? C'est-à-dire, avec des lunettes, tu vois qu'il y a des humains. C'est-à-dire, sans lunettes, tu vois normalement, n'est-ce pas ? Mais avec les lunettes, tu peux voir qu'il y en a certains qui ne sont pas de vrais humains. Quelque chose comme ça, non ? Non, je ne me souviens plus très bien comment c'était. C'est de John Carpenter, en plus, vous savez, non ? Il a toujours un style intéressant dans ses films, non ? Voilà, j'ai le synopsis ici. Ça dit, c'est un classique culte de John Carpenter. Après avoir trouvé des lunettes spéciales, un homme découvre que l'élite politique et économique actuelle est composée d'êtres extraterrestres. Ils emploient des messages subliminaux pour garder la population dans la consommation et l'obéissance. C'est vrai, voilà. Ça dit ici, il n'est pas là. Oui, le but était beau, mais on sait déjà qu'ils vont gagner contre la Tunisie. Et toi, Nessilo ? Moi, je parie sur 3 ou 4 buts. 3-4 buts. 3 ou 4 buts et de l'oignon. Oui, je soutiens la Tunisie. Ils l'appellent oignon. Salutations à Oignon. Pardon. Non, c'est bon, Léonard. Mais il avait bien été dit que ce que dit Léonard... Papa, je sais déjà, je vois comment en 1800 la nuit, j'allume mes bougies et mes lampes à huile pour m'éclairer. Dans la journée, la différence ne se remarque pas autant. Je mène ma vie normalement. Super, eh bien oui. Oui, c'est ça. Un énorme salut, Léonard. Comme en 1800. Comme en 1800, oui. Mais à part ça... Tu vois, Marvin, il l'a vu, le film date des années 80. Oui, 88, c'est ce que j'ai ici. Exactement, en 1988. Le problème, c'est que la machine à laver automatique ne peut pas être branchée, donc le linge s'accumule. Je vais devoir aller à la laverie. Oui. La machine à laver, si ça continue, ça deviendra compliqué, non ? Eh bien oui, exactement. Ils disent qu'il se fixera au mur. Il semble qu'ils vont revoir le but du Japon. Aïe. Il ne part pas, qu'il ne part pas. Ah non. Ici, Montré est pro-Japon, je crois. Oui, en fait, au Japon et en Corée, il y a beaucoup de drapeaux. Il y a le groupe de Tunisie pro-Japon. J'ai croisé plusieurs Japonais de Tunisie brandissant le drapeau de One Piece. C'est que l'animé, en fait, le Japon a vraiment fait un effort impressionnant depuis la Seconde Guerre mondiale pour changer son image très rapidement. Parce que si vous vous souvenez des films, même dans les années 80, les Allemands étaient encore les méchants dans les films hollywoodiens. Les Russes ont continué à être les méchants pendant un bon moment, mais les Japonais, moi je ne me souviens pas de films où ils étaient les méchants. Je veux dire, dans les Goonies, il y avait un enfant japonais et c'était le malin, non ? Le petit génie de la technologie. C'est-à-dire, ils ont fait un changement, un relooking d'image très rapide. En partie, je pense que c'est parce que les États-Unis sont restés là-bas longtemps et puis tout le monde adore les animés. Évidemment, moi, ce que sont les animés pour le Japon et la K-pop pour la Corée ont fait un travail de promotion que je pense que peu de pays ont eu. Regarde, il y a une vidéo qui circule de ce groupe de musique norteña qui s'appelle les Shinigamis del Norte, qui font de la musique norteña mais avec des animés japonais. Donc en fait, ils prennent les paroles ou le style des personnages de, je ne sais pas, de X ou d'une série quelconque, et ils en font une chanson norteña. Voilà, c'est ça. Eh bien, ils étaient là en train de jouer. En fait, ils les ont fait jouer ici, à cause du Japon, à cause du match du Japon en ce moment. Ils étaient en train de jouer, peut-être qu'on aurait pu les voir, les regarder. Oui, on aurait pu la voir. Il y a presque eu un deuxième but, je ne vous dis pas. Aujourd'hui, c'est mon... Bon, allons-y les gars. Parce qu'ils veulent vraiment connaître les Japonais, alors à bientôt. N'oubliez pas que nous sommes sur WhatsApp, sur Téléa, nous sommes aussi sur Facebook, sur X et Insta. Salutations à Houston, dit Monsieur Pipi, comme le dit mon fils. Il dit salutations à ton fils. Salutations, Serika. Pépé, salutations, Oignon. Il dit il va gagner. Tu l'appelles Oignon. Voilà, Oignon, salutations. Fabi me demande si j'ai vu une série sur l'humanité avec de nombreux épisodes. Le dernier montrait un arbre buvant du sang et donnant des pommes, mais je ne me rappelle plus laquelle. Voyons si quelqu'un connaît cette réponse. Je ne la connais pas, Fabi, mais je t'envoie un énorme salut. On dirait que je suis vraiment étrange. Je ne suis pas vraiment étrange. Eh bien, écoute, Leonardo, salutations. Prends soin de toi. Tu continueras à raconter ton expérience là-bas.
Sans lumière dans le temps, non. Moreau, comment vas-tu? Très bonjour à Odu Ortiz. Odu Ortiz, salutations. Comment vas-tu? Très bien. C'est bien? Anglais, oui, c'est pour ça que Pépé te le dit. Pépé, écoutez, excellent, merci beaucoup. Une grosse accolade. Passez un très bon week-end. S'il y a quelque chose d'urgent, vous le savez, nous sommes là avec l'information en temps réel. Mais sinon, profitez bien de votre week-end. Et tout à l'heure, nous continuerons à discuter d'autres sujets. Demain dimanche, nous serons ici pour discuter un peu. À bientôt. Nous interrompons votre programme habituel. Merci de vous brancher sur la vérité. C'est ça. Pépé en direct, la vérité est intense, pure. L'insolite est réelle, pure. Ici, nous l'analysons, approche globale, ne reste pas à l'écart. Connecte-toi à la chaîne, Pépé en direct, contrôlant le signal. Pépé en direct, disant la vérité. Journalisme brut, ici on respecte, active l'alerte, ne perds pas le fil, à la prochaine. Oui monsieur, on fait l'appel. Abonne-toi. Pépé en direct dans la maison.